Il y a des silences qui font plus de bruit que n'importe quel cri. Celui-là, je l'entends encore certains soirs quand la maison devient trop grande et que le temps prend cette qualité particulière qui appartient aux nuits d'hiver à Lille, quand le vent descend du nord et fait trembler les fenêtres de la vieille bâtisse que Martine et moi avions achetée il y a 31 ans avec les économies de 4 années de travail commun. Je l'entends et je reste assis dans mon fauteuil, les mains posées à plat sur les cuisses, les yeux ouverts dans le noir, et je laisse ce silence traverser ma poitrine une fois de plus, comme il le fait chaque fois que le souvenir revient. Ce soir-là, dans mon propre salon de réception, devant 203 personnes que je ne connaissais pas pour la plupart, mon fils a émachi. Pas physiquement, mais j'ai vu le sang quitter son visage d'une façon que je ne lui avais jamais vue et que je ne pensais pas pouvoir lui voir un jour. Cette façon particulière qu'a la peau d'un homme quand quelque chose de fondamental change en lui en l'espace d'une seconde. Je tenais le microphone. Je n'avais pas élevé la voix. Je portais mon costume gris, celui que Martine aimait parce qu'elle disait qu'il me donnait l'air d'un homme qui a réfléchi à ce qu'il allait dire avant de le dire. Et les 203 personnes qui célébraient le mariage de mon fils m'écoutaient dans un silence complet. Un silence si total que j'entendais le cliquetis des verres de champagne qu'un serveur essayait de poser discrètement sur une table du fond. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Mais avant ça, je dois vous raconter comment on arrive à accepter d'être mis à la porte de sa propre maison. Je m'appelle Philippe Garnier. J'ai 56 ans. Je suis né à Roubaix, dans une famille où personne n'avait de compte en banque et où les fins de mois se géraient avec une prudence que je n'ai comprise que bien plus tard. Mon père travaillait aux usines textiles. Ma mère faisait des ménages chez des gens de la rue Feuille-d'Herbe. Ils étaient honnêtes, travailleurs, et ils m'ont appris 3 choses que je n'ai jamais oubliées. Qu'un homme qui ne paie pas ses dettes n'est pas un homme, qu'un sourire coûte moins cher qu'une mauvaise réputation, et que le travail bien fait finit toujours par parler plus fort que celui qui l'a fait. Je voudrais m'arrêter une seconde avant de continuer. Ce que je viens de vous confier là, je l'avais gardé pour moi pendant très longtemps. On n'est pas habitué, dans ma génération, à raconter ce genre de choses à voix haute. Mais vous êtes là à m'écouter, et ça compte plus que vous ne le pensez. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires, je les lis tous sans exception. Et quelle heure est-il là où vous êtes? Si c'est le milieu de la nuit, et que quelque chose vous tient éveillé, je comprends exactement ce sentiment. Mettez un pouce bleu si ce que je raconte vous touche quelque part. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici chaque jour. Je reprends maintenant parce que la suite, personne ne la connaît encore complètement. J'ai rencontré Martine Lecomte à l'âge de 23 ans lors d'un mariage, justement. Pas le mien, évidemment. Celui d'un cousin qui habitait à Armentières et qui avait loué une salle communale pour la réception. J'avais été embauché comme serveur pour la soirée parce que le traiteur manquait de personnel et qu'un ami m'avait signalé le poste la veille. Je portais une veste blanche trop grande pour moi et des chaussures qui n'étaient pas les miennes. Martine était témoin de la mariée. Elle avait une façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'elle cherchait quelque chose de précis derrière leurs yeux, quelque chose qu'ils ne montraient pas forcément. Elle m'a regardé comme ça pendant le dessert. Puis elle m'a demandé si les vols au vent avaient été préparés sur place ou commandés chez un fournisseur. J'ai répondu que je ne savais pas parce que j'étais nouveau. Elle a souri et m'a dit que ça se sentait au vol au vent, pas à ma façon de servir. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Martine avait une tête pour les chiffres et une imagination pour les détails qui me fascinaient. Quand nous avons eu l'idée du buffet, c'était son idée au départ. Elle avait observé pendant des années comment les mariages et les réceptions se organisaient dans la région. Et elle avait une conviction simple. Les gens ne voulaient pas seulement bien manger, ils voulaient se souvenir d'avoir bien mangé. La différence est plus importante qu'elle ne paraît. Un repas dont on se souvient est un repas qui a eu quelque chose d'une cérémonie, quelque chose qui distinguait ce jour de tous les autres jours. Et cette distinction, c'est dans les détails qu'elle se construit. Nous avons commencé dans notre propre cuisine. C'est une réalité et non pas une métaphore. La cuisine de notre appartement de la rue du Molinel, avec son plan de travail en formica,
et sa fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Nous préparions des commandes pour des anniversaires d'abord, puis pour des repas d'entreprise, puis pour des fiançailles. Martine gérait les commandes sur des fiches cartonnées qu'elle classait dans une boîte à chaussures. Je livrais sur mon vélo les premiers mois, puis avec la Renault Express que nous avons achetée d'occasion en 1995. Notre fils Théodore est né en 1980, 17, la même année où nous avons pris en location un premier local commercial dans le quartier Oisem. Théodore. Martine avait choisi ce prénom parce que son grand-père maternel s'appelait ainsi, et qu'elle disait que les grands prénoms portaient une dignité dont les gens avaient besoin pour se construire. Je n'ai pas discuté. Je trouvais le prénom un peu lourd pour un bébé, mais j'ai compris, beaucoup plus tard, que Martine avait eu raison sur ce point comme sur beaucoup d'autres. Les premières années avec le local ont été les plus dures de notre vie professionnelle. Pas parce que les affaires allaient mal, elles allaient même assez bien, mais parce que le passage d'une cuisine familiale à un espace professionnel exige une transformation de soi qui ne se fait pas sans friction. On apprend que ce qui fonctionnait pour 10 personnes ne fonctionne pas nécessairement pour 100. On apprend que la qualité constante est beaucoup plus difficile à tenir que la qualité occasionnelle. On apprend que les fournisseurs mentent parfois, et que les clients aussi. On apprend que la réputation se construit en 20 ans et se défait en 20 minutes. Je n'ai jamais voulu que mon nom soit en avant. C'était une décision délibérée et réfléchie que Martine et moi avions prise ensemble dès le début. Nous pensions que les clients devaient connaître la qualité de notre travail avant de connaître notre identité. Un bon buffet n'a pas besoin du visage de son propriétaire pour être bon. Et une bonne réputation est plus solide quand elle ne dépend pas d'une personnalité mais d'une régularité. Cette discrétion avait des avantages que nous n'avions pas tous anticipés. Elle nous permettait d'entendre ce que les gens disaient vraiment quand ils ne savaient pas qu'on écoutait. Et ce qu'ils disaient était souvent plus instructif que n'importe quel questionnaire de satisfaction. En 2003, nous avons ouvert le Salon des Lumières. C'est le nom que Martine avait choisi, et je n'ai pas cherché à le modifier parce que ce nom lui ressemblait. Un espace de 1200 mètres carrés, dans un bâtiment que nous avions acheté et entièrement rénové sur 3 ans, dans le quartier de Fives. Un endroit conçu pour que les gens qui s'y trouvaient aient l'impression que cette journée-là comptait davantage que les autres. Les hauteurs de plafond, l'acoustique que nous avions travaillé pendant 6 mois avec un ingénieur du son basé à Valenciennes, l'éclairage que Martine avait dessiné elle-même sur du papier millimétré pendant des nuits entières. En 2008, j'ai racheté une agence musicale spécialisée dans les événements. Son fondateur prenait sa retraite et cherchait quelqu'un qui comprenait les mariages et les réceptions, pas seulement la musique. Nous avons passé 6 mois à négocier et j'ai obtenu ce que je voulais parce que j'avais appris, au fil des années, qu'un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Nous avions donc, Martine et moi, construit quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que nos parents avaient eu. Une entreprise qui employait 17 personnes en permanence et pouvait en mobiliser jusqu'à 40 lors des grands événements. Un salon reconnu dans toute la métropole lilloise et au-delà, jusqu'à Amiens et parfois Bruxelles. Une agence musicale dont les groupes jouaient dans des réceptions auxquelles nous n'assistions jamais parce que nous n'avions jamais cherché à être là pour être vus. Martine est morte, en 2019. Je ne vais pas vous décrire ça maintenant parce que si je commence à vous décrire ça maintenant, je ne pourrai pas continuer avec ce que j'ai besoin de vous raconter. Ce que je peux vous dire, c'est que le cancer du pancréas est une chose brutale et rapide et que de l'annonce du diagnostic à la fin, il s'est passé exactement 8 mois. Que pendant ces 8 mois, Martine a continué à vérifier les fiches de commande, à appeler les fournisseurs, à demander des comptes rendus aux équipes, pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce que c'était sa façon de rester elle-même jusqu'au bout. Et que la dernière chose qu'elle m'a dite dans l'hôpital de Lille, 3 jours avant la fin, c'est que les plaques en cuivre des chaises du salon avaient un besoin d'être reprises, parce que certaines commençaient à ternir. Je lui ai promis que je m'en occuperais, et je l'ai fait. 2 semaines après ses funérailles, j'ai passé un samedi entier à polir les plaques de cuivre des 140 chaises du Salon des Lumières, avec un chiffon doux et un produit que j'avais acheté à la quincaillerie de la rue Nationale.
Théodore avait 22 ans quand sa mère est morte. Il finissait ses études de gestion à l'IAE de Lille, et il portait son deuil d'une façon silencieuse, qui m'inquiétait et me touchait à la fois. Il n'aimait pas montrer ce qu'il ressentait, et je reconnaissais dans ce trait de caractère quelque chose qui venait de moi, et que j'aurais voulu qu'il n'ait pas hérité. Les émotions qu'on n'exprime pas finissent par peser d'une façon particulière. Elles changent de forme, mais elles ne disparaissent pas. Dans les 2 années qui ont suivi la mort de Martine, Théodore a terminé ses études, a trouvé un poste dans un cabinet comptable de la métropole et a commencé à construire sa vie d'adulte. Nous avions une relation correcte, sans les conversations profondes que j'aurais voulu avoir avec lui, mais sans les conflits non plus. On se voyait le dimanche quand il venait dîner, on parlait du travail, des nouvelles, parfois du football. Il ne venait jamais au salon et ne m'en parlait jamais. Je comprenais que l'entreprise était associée pour lui à sa mère, et que cette association était encore douloureuse. Puis en 2022, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Camille. Il l'avait rencontrée lors d'un séminaire professionnel à Paris, et ils se voyaient depuis 6 mois. Il m'en a parlé comme on parle d'un dossier, avec des faits précis et peu de couleurs émotionnelles, ce qui m'a appris que la relation comptait beaucoup plus pour lui qu'il ne voulait le montrer. C'est l'inverse des gens qui parlent trop de leur nouvelle relation dès le début. Les gens qui en parlent peu, dans ma génération en tout cas, sont souvent ceux pour qui ça compte vraiment. Je lui ai demandé de me la présenter quand il se sentirait prêt. Il m'a présenté Camille 3 mois plus tard, lors d'un dîner à la maison. Elle était élégante, sûre d'elle, avec une façon de regarder l'espace autour d'elle qui donnait l'impression qu'elle évaluait les choses en permanence. Sa famille habitait à Valenciennes. Son père était dans l'immobilier commercial. Sa mère avait dirigé une école privée. Camille elle-même travaillait dans le marketing d'une entreprise de cosmétiques basée à Paris, mais qui venait d'ouvrir un bureau à Lille. Ce soir-là, Camille a été polie. Pas chaleureuse. Polie. Elle a dit que la maison était belle, qu'elle aimait le quartier, qu'elle avait entendu beaucoup de bien de Lille. Des phrases correctes qu'on dit quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on n'est pas certain de l'impression qu'on souhaite donner. Quelque chose en moi a enregistré cela sans y attacher d'importance particulière. On ne peut pas aimer les gens immédiatement. Le temps donne des couleurs aux premières impressions. Au cours des mois suivants, Théodore et Camille se sont installés ensemble dans un appartement de la rue de la Barre. Je les voyais lors de dîners occasionnels. La relation de Camille avec moi ne progressait pas dans le sens de la chaleur, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Ce que je voyais, c'est que mon fils semblait heureux d'une façon qu'il n'avait pas été depuis longtemps. Plus détendu, plus présent dans les conversations. Cette transformation-là me suffisait. En octobre 2023, Théodore m'a appelé pour me dire qu'il allait demander Camille en mariage. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il m'a informé. Je lui ai dit que j'étais content pour lui et que sa mère l'aurait été aussi. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis il a dit que oui, il pensait que sa mère l'aurait aimé. Les fiançailles ont été célébrées chez les parents de Camille à Valenciennes. Je n'y ai pas été invité. Théodore m'a expliqué que c'était une réunion de famille proche, une dizaine de personnes, et que les Fontaines, c'était le nom de la famille de Camille, étaient assez traditionnels dans ce genre de choses. J'ai dit que je comprenais. Je comprenais en effet. Je comprenais qu'une première exclusion ne signifie pas toujours ce qu'elle semble signifier. Les gens ont des habitudes, les familles ont des traditions. On ne juge pas les gens sur un seul signe. Mais les signes ont commencé à s'accumuler. Moi et les signes, nous avons une longue histoire. 30 ans dans l'événementiel vous apprennent à lire les pièces avant qu'elles ne parlent, pas par méfiance mais par nécessité professionnelle. Quand vous organisez un mariage pour 200 personnes, vous ne pouvez pas attendre que les problèmes se manifestent pour agir. Vous les voyez venir dans les détails. L'hôte qui sert sa fourchette d'une façon particulière pendant le discours du père de la mariée. La table où personne ne rit depuis 20 minutes alors que toutes les autres tables rient. Le regard entre 2 membres du personnel qui signifie que quelque chose ne va pas en cuisine et qu'il faut aller vérifier immédiatement. Ces lectures-là, j'avais passé des décennies à les affiner. Martine disait que j'avais la sensibilité d'un médecin de campagne.
Le genre qui sait en regardant marcher un patient que quelque chose ne va pas avant même que le patient ouvre la bouche. Elle avait raison sur ce point comme sur beaucoup d'autres. Les signes avec la famille de Camille avaient commencé bien avant que Théodore ne vienne me parler de la planification du mariage. Ils avaient commencé lors de notre premier dîner en commun, en janvier 2024, dans un restaurant-brasserie de la place du Général de Gaulle que Théodore avait choisi parce qu'il était ni trop modeste ni trop démonstratif, et qui représentait une sorte de terrain neutre entre deux familles qui se rencontraient pour la première fois. Les parents de Camille s'appelaient Henri et Sylvie Fontaine. Henri Fontaine était un homme de taille moyenne, soigné, avec des manières qui indiquaient une attention constante à ce que les autres percevaient de lui. Il portait une montre dont je reconnaissais la marque parce que nous avions eu un client qui en collectionnait et qui aimait en parler pendant les réceptions. La montre valait environ 7 000 €. Henri Fontaine avait commandé une bouteille de vin sans demander l'avis de la table, ce qui n'est pas en soi un défaut, mais qui dit quelque chose sur la façon dont un homme conçoit sa place dans un espace collectif. Sylvie Fontaine était plus difficile à lire. Elle avait le sourire de quelqu'un qui a appris à sourire dans des circonstances où le sourire était obligatoire, ce qui peut venir de l'éducation, de la profession ou des deux à la fois. Elle m'a demandé ce que je faisais avec une formulation qui n'était pas exactement « Quel est votre métier ?», mais quelque chose de légèrement différent. Quelque chose comme « Dans quoi travaillez-vous ?», une question qui laisse ouverte la possibilité d'une réponse modeste. J'ai répondu que je travaillais dans l'événementiel. C'était vrai et c'était suffisant pour ce premier dîner. Je n'avais pas l'habitude d'entrer dans les détails de l'entreprise, dans les contextes sociaux. Ce n'était pas de la fausse modestie, c'était la conviction solide depuis 30 ans que ce qu'on a construit n'a pas besoin d'être annoncé pour exister. Henri Fontaine a hoché la tête avec le type de politesse qu'on réserve aux réponses qui ne répondent pas vraiment à la question. Puis il a parlé pendant une vingtaine de minutes de son activité dans l'immobilier commercial. Des chiffres, des surfaces, des transactions, des noms de quartiers et de promoteurs. Je l'écoutais en buvant mon vin et en essayant de comprendre s'il cherchait à m'impressionner, à m'évaluer, ou simplement s'il était l'un de ces hommes dont l'identité est entièrement contenue dans ce qu'ils font professionnellement. Théodore semblait à l'aise, trop à l'aise peut-être, d'une façon qui m'a traversé l'esprit sans que je m'y attarde. Cette façon qu'il avait de sourire quand Henri Fontaine parlait, un peu plus vite que son sourire habituel, un peu plus levé dans les yeux, qui ressemblait à celui d'un homme qui cherche à être approuvé. Mon fils n'avait jamais cherché mon approbation d'une façon aussi visible. Ce dîner-là a passé sans incident. Nous nous sommes quittés à 22h30 devant le restaurant, avec des poignées de main correctes et les promesses habituelles de se revoir bientôt. Dans le taxi qui me ramenait à la maison, j'ai pensé que deux familles qui ne se connaissent pas prennent toujours du temps à se trouver et que ce premier dîner n'était qu'un premier contact. Puis les mois ont passé. En mars 2024, Théodore m'a appelé un dimanche après-midi. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à me demander et qu'il préférait le faire en personne. Il est venu le soir même. Il était tendu, ce qui était rare chez lui. Il a refusé le café que je lui proposais, ce qui était encore plus rare. Il m'a expliqué que la planification du mariage avançait bien. La date était fixée au 14 septembre 2024. Les invitations seraient envoyées à environ 200 personnes. La cérémonie civile aurait lieu à la mairie de Lille. La réception était prévue, et là il a hésité une fraction de seconde qui aurait pu paraître insignifiante à quelqu'un d'autre. La réception était prévue au Salon des Lumières. Il y avait eu, Mathé il expliquait, une discussion avec les parents de Camille sur le lieu. Camille et sa famille avaient visité plusieurs endroits dans la région. Le Salon des Lumières leur avait semblé le meilleur choix pour la capacité, l'esthétique et la réputation. Ils avaient contacté l'agence de réservation directement et avaient commencé à discuter avec la responsable des événements. Une femme appelée Isabelle qui gérait les réservations depuis 7 ans pour moi sans jamais citer mon nom, à moins que les clients ne le demandent explicitement, ce qu'ils ne faisaient presque jamais. Théodore m'a regardé. Il attendait visiblement quelque chose. Je lui ai demandé s'il savait que le Salon des Lumières m'appartenait. Il m'a dit que non, qu'il l'avait appris ce matin même en demandant à Isabelle.
que Camille et sa famille ne le savaient pas non plus. J'ai réfléchi à ça un moment, puis j'ai demandé à Théodore ce qu'il voulait me demander. Il a pris une longue inspiration. Il m'a dit que la famille de Camille traversait une période financière difficile, que des investissements dans l'immobilier avaient mal tourné l'année précédente, que Henri Fontaine avait des engagements professionnels coûteux et que le budget prévu pour le mariage était devenu insuffisant. Il m'a demandé si j'accepterais de prendre en charge les frais de la réception pour les 200 invités. J'ai dit que oui, sans hésitation. Théodore a semblé soulagé. Puis il a fait quelque chose d'étrange. Il n'est pas parti. Il est resté assis en face de moi, les mains jointes sur la table, les yeux baissés, et j'ai su qu'il n'avait pas encore dit ce qu'il était venu dire. J'ai attendu. Ce que j'avais appris au fil des années dans mon travail s'appliquait aussi dans les conversations importantes. Un homme qui n'a pas encore dit ce qu'il veut dire n'a pas besoin qu'on l'aide à parler. Il a besoin qu'on lui laisse le silence pour trouver ses mots. Théodore a levé les yeux. Il les a baissés de nouveau, puis il m'a regardé et m'a dit que la famille de Camille avait soulevé une autre question. Une question de... Et là, il a cherché le mot pendant 2 ou 3 secondes qui m'ont paru beaucoup plus longues que ça. Une question de représentation sociale. C'était le terme qu'il avait utilisé. Représentation sociale. Je me souviens que la lampe au-dessus de la table de la cuisine projetait une lumière un peu jaune qui donnait à la pièce une atmosphère plus vieille qu'elle n'était. Je me souviens du bruit de la rue dehors, une voiture qui passait et du silence qui a repris après. La famille de Camille, m'a expliqué Théodore, avait exprimé des préoccupations sur le fait que mon profil, et là le mot exact qu'il a utilisé, était le mot profil. Pas personne, pas père, mais profil, ne correspondait pas à l'image qu'il souhaitait donner lors de la cérémonie. Des gens qui ne savaient pas qui j'étais pourraient se poser des questions. Les parents de Camille avaient beaucoup d'invités issus de milieux professionnels et sociaux spécifiques. Ils pensaient qu'il valait mieux, il ne finissait pas ses phrases. Je lui ai dit de finir ses phrases. Il m'a regardé, et il m'a dit que la famille de Camille souhaitait que je finance l'intégralité du mariage, mais que je n'y assiste pas. Je suis resté silencieux pendant ce qui m'a semblé être un temps très long. Puis, j'ai demandé une seule question. Une seule. J'ai demandé à Théodore si cette décision était aussi la sienne. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé la table, et puis il a hoché lentement la tête. J'ai souri. Pas d'un grand sourire, d'un tout petit sourire intérieur que j'ai laissé passer très brièvement sur mon visage. Puis j'ai demandé à Théodore de me donner la liste complète des prestations et des montants. Je lui ai dit que je réglerais tout, que je m'assurerais personnellement que chaque détail soit parfait, et que la cérémonie serait tout ce que Camille et lui avaient imaginé. Théodore m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis qu'il était enfant. Une expression qui mélangeait le soulagement et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais qui ne voulait pas s'appeler comme ça. Je veux marquer une pause ici, parce que ce que je viens de vous confier, ce moment précis dans cette cuisine avec cette lumière jaune et ce silence de la rue, c'est quelque chose que je n'avais jamais raconté à personne dans cet ordre-là et avec ces mots-là. Et vous êtes là à m'écouter jusqu'au bout. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Votre ville, votre région, votre département. Laissez-le en commentaire parce que je les lis vraiment, chacun d'entre eux. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de comparable, quelqu'un qui a été mis de côté par des gens qui auraient dû le respecter, partagez peut-être cette vidéo avec lui. Parfois, ce dont une personne a besoin, c'est d'entendre qu'elle n'est pas seule à avoir connu ça. Un like si cette histoire vous touche quelque part. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Et laissez-moi reprendre, parce que ce que je n'ai pas dit à Théodore ce soir-là, c'est la partie que vous avez besoin d'entendre pour comprendre la suite. Ce que je n'ai pas dit à Théodore ce soir-là, c'est que cette demande ne m'avait pas surpris. Pas entièrement. Pas parce que j'avais anticipé exactement ça, mais parce que j'avais passé 30 ans à observer les gens dans les moments les plus chargés de leur vie et qu'à force d'observer, on commence à reconnaître des formes. Pas des individus. Des formes. Des configurations de comportement qui ont une logique interne, même quand cette logique est tordue. La forme que j'avais vue avec la famille de Camille
avait une logique que j'avais commencé à identifier depuis le dîner de janvier. Henri Fontaine qui ne me demandait pas vraiment qui j'étais, mais qui m'évaluait pour décider dans quelle case me mettre. Sylvie Fontaine avec son sourire de circonstance. Camille avec sa politesse froide et ses regards qui mesuraient les choses. Théodore qui souriait trop vite quand Henri Fontaine parlait. Ces gens-là avaient une conception du monde divisée en catégories et ils passaient leur temps à vérifier dans quelle catégorie se trouvaient les gens qui les entouraient. Pas par méchanceté particulière. Par une sorte d'habitude profonde de la hiérarchie sociale qui leur donnait l'impression de maîtriser leur environnement. Dans leur système de catégories, j'étais quelqu'un qui travaillait dans l'événementiel, c'est-à-dire probablement un prestataire de service, quelqu'un qu'on embauche pour les grandes occasions, quelqu'un de compétent dans son domaine, mais qui appartient à ce domaine-là, pas au salon où on reçoit. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais réellement construit, et je n'avais jamais rien fait pour qu'ils le sachent. C'est là que quelque chose d'intéressant a commencé à se former dans ma tête. Pas un plan de vengeance. Je veux être très précis là-dessus parce que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Ce n'était pas de la vengeance que je planifiais. C'était quelque chose de plus simple et en même temps de beaucoup plus difficile. Je voulais comprendre jusqu'où mon fils était prêt à aller pour être accepté par ces gens-là. Et je voulais que, lorsque la vérité se révélerait, elle se révèle d'une façon qui lui appartienne entièrement, d'une façon qu'il ne pourrait pas expliquer autrement qu'en regardant ce qu'il avait fait et ce qu'il avait choisi. Dans les jours qui ont suivi cette conversation, j'ai fait plusieurs choses. La première, j'ai passé en revue les contrats existants entre le Salon des Lumières et l'agence de réservation pour vérifier une clause spécifique que j'avais fait inclure lors de la rédaction initiale des conditions générales, il y avait de ça maintenant plus de 20 ans. Cette clause prévoyait que pour certains événements d'envergure, notamment les mariages de plus de 150 personnes, le propriétaire de l'établissement pouvait exercer une salutation institutionnelle lors de la réception, à un moment prévu dans le programme de la soirée. Cette clause avait été rédigée à l'époque pour des événements caritatifs et des réceptions professionnelles où la présence du directeur ajoutait une dimension protocolaire. Elle n'avait jamais servi de la façon dont elle allait servir maintenant. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai appelé Isabelle, ma responsable des événements, et lui ai demandé de s'assurer que le contrat pour le mariage Garnier-Fontaine incluait bien cette clause dans sa version standard. Isabelle a vérifié et m'a confirmé que oui, comme pour tous les mariages de cette taille, la clause était présente dans le document qui allait être soumis à signature. Elle ne savait pas que Théodore était mon fils. Je n'avais pas jugé utile de le lui dire. Elle traitait l'événement comme tous les autres, et c'était exactement ce que je voulais. La troisième chose que j'ai faite, j'ai signé les chèques. 87 000 € au total pour la réception de 200 personnes. Le buffet gastronomique, le service, la décoration florale commandée chez un fleuriste de la rue de Paris avec qui nous travaillions depuis 15 ans, et les musiciens de l'agence que j'avais racheté en 2008. J'ai signé chaque chèque avec la même façon de tenir le stylo que j'avais toujours eu depuis que mon père m'avait montré comment signer mon nom à l'âge de 10 ans. Ferme et sans hésitation. Théodore n'a pas demandé comment je réglais les montants. Ce détail-là aussi méritait d'être enregistré. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai suivi la préparation du mariage depuis la position que j'occupais habituellement dans mon travail, c'est-à-dire depuis l'arrière. Isabelle me transmettait les comptes rendus des réunions avec Camille et sa mère. Les choix de menu avaient été orientés par Isabelle vers notre chef, un homme que j'avais recruté à Roubaix il y avait 12 ans, et qui était l'une des raisons pour lesquelles notre réputation en cuisine était ce qu'elle était. Les compositions florales avaient été validées après 3 propositions différentes. La playlist du groupe avait été revue 2 fois avec Camille, qui avait des goûts précis et qui les exprimait avec la clarté de quelqu'un habitué à être entendu. Je n'ai assisté à aucune de ces réunions. Je recevais les comptes rendus, je validais, je transmettais les ajustements si nécessaire. Pour les équipes, ce mariage était un mariage comme les autres, un grand mariage d'entreprise comme nous en faisions plusieurs par an. Quelque chose d'étrange s'est passé pendant ces semaines de préparation. Je me suis pris à vouloir que tout soit parfait d'une façon qui dépassait ce que j'aurais mis dans n'importe quel autre événement. Pas pour les Fontaines, pas par orgueil professionnel ordinaire,
mais parce que ce mariage portait le nom de mon fils, et que le travail de ma femme était dans chaque détail de ce salon, et que si les 203 personnes qui allaient venir ce soir-là allaient se souvenir d'une réception exceptionnelle, que ce soit pour les bonnes raisons, Martine aurait fait la même chose. Elle aurait voulu que le buffet soit parfait, que les fleurs soient parfaites, que la musique soit parfaite, pas parce qu'elle pardonnait à ceux qui ne méritaient pas de pardon, mais parce qu'elle croyait qu'un travail mal fait est une forme de désaveu de soi-même. Je croyais la même chose. La semaine avant le mariage, Théodore m'a appelé. Il m'a demandé si j'allais bien. C'était la première fois depuis notre conversation de mars qu'il me demandait si j'allais bien de cette façon-là, avec cette inflexion particulière dans la voix, qui n'est pas une question sur la santé, mais une question sur autre chose. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'espérais que la journée du 14 septembre se passerait exactement comme il l'avait souhaité. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis il a dit « Merci, papa ». 2 mots. C'était la première fois depuis très longtemps qu'il utilisait le mot « papa » dans une conversation, et pas simplement le prénom. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau dans la partie administrative du Salon des Lumières pendant quelques minutes. Dehors il pleuvait, une pluie fine et persistante du début septembre qui sentait déjà l'automne. Je pensais à Martine. Je pensais à ce qu'elle m'aurait dit si je lui avais raconté tout ça. Elle n'aurait pas eu besoin de beaucoup de mots. Elle avait cette façon à elle de poser les choses avec précision et sans excès. Elle m'aurait dit quelque chose dans le genre de « Tu sais ce que tu as à faire, alors fais-le bien. Vous savez, j'ai longtemps hésité à raconter cette partie-là de l'histoire. Un homme de mon âge et de ma génération garde certaines choses pour lui. On nous a appris que la dignité, c'est aussi de ne pas tout montrer. Mais quelqu'un m'a dit un jour que les histoires qu'on garde trop longtemps finissent par peser plus qu'elles ne devraient. Alors je continue. Dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Votre ville, votre région, et quelle heure est-il là où vous êtes? Si c'est la nuit, si vous êtes seul avec cette histoire, et que quelque chose dans ce que je raconte vous parle, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Un like si l'histoire le mérite jusqu'ici. Abonnez-vous parce que chaque jour il y a quelque chose de nouveau, et je ne veux pas que vous manquiez la suite. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant, ce qui s'est passé dans les heures précédant la cérémonie et pendant la cérémonie elle-même, c'est la partie que personne ne connaît entièrement. Ni les Fontaines, ni Théodore, ni même Isabelle. Le matin du 14 septembre 2024, je me suis levé à 5h30. Ce n'est pas une heure inhabituelle pour moi les jours d'événements importants. J'avais gardé depuis le début de l'entreprise l'habitude d'être présent très tôt lors des grands jours, non pas pour superviser d'une façon intrusive, mais pour avoir le temps de sentir si quelque chose ne va pas avant que les premières personnes arrivent. Un cuisinier qui a l'air fatigué à 5 heures du matin va être épuisé à 20 heures, quand le service est au maximum. Un livreur qui arrive en retard de 20 minutes sur le premier transport met tout le reste en décalage. Ces choses-là se corrigent facilement si on les voit à temps. Elles deviennent des catastrophes si on ne les voit pas. Je me suis préparé lentement. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre de la cuisine, la même fenêtre que j'occupais tous les matins depuis que nous avions acheté cette maison. Dehors, l'île dormait encore. Les lumières de la rue étaient encore allumées, et la lumière de l'aube était cette qualité grise et douce qu'elle a dans le nord de la France en septembre, une lumière qui ne cherche pas à impressionner. J'ai pensé à Martine. Je lui ai parlé comme je le faisais parfois dans le silence du matin, pas à voix haute mais dans ma tête, d'une façon que je n'aurais pas su appeler autrement que penser à elle, sauf que ça ressemblait plus à une conversation qu'à une pensée. Je lui ai dit que son fils allait se marier aujourd'hui, que le salon était prêt, que les cuisines avaient travaillé jusqu'à 23 heures la veille et seraient de retour à 7 heures ce matin, que les fleurs avaient été livrées la veille au soir et que les compositions étaient exactement ce qu'elles auraient dû être. Je lui ai dit aussi que j'allais faire quelque chose ce soir qui m'appartenait et qui lui appartenait aussi. J'ai enfilé mon costume gris, celui qu'elle aimait. À 7 heures, j'étais au Salon des Lumières. J'ai fait le tour complet des espaces avec le chef de cuisine, un homme que j'appelais Laurent, parce que c'était son prénom,
et que depuis 12 ans, nous n'avions jamais eu besoin de plus de formalités que ça entre nous. Laurent m'a montré les préparations, les dressages du buffet froid prévu pour l'apéritif, les 5 entrées chaudes du menu. Les plateaux de fromage qu'une fromagerie artisanale de Lambersart nous livrait toujours en dernier, parce que les fromages avaient besoin d'être à température ambiante, exactement au bon moment. Tout était en ordre. J'ai ensuite vérifié la salle principale. Les tables étaient dressées selon le plan fourni par Camille. Les fleurs étaient imposées selon les compositions validées. L'éclairage était réglé sur le programme que nous avions testé la semaine précédente. Le podium pour le groupe était installé à l'extrémité est de la salle, là où l'acoustique était la meilleure. La scène de la salutation institutionnelle avait été intégrée dans le conducteur de la soirée, à la suite du champagne d'accueil et avant le début des discours des proches. Une note d'une ligne dans le conducteur, rédigée par Isabelle, avec la formulation habituelle pour ce type de moment. Le propriétaire de l'établissement prononcera quelques mots de bienvenue. J'ai lu cette ligne. J'ai soigneusement replié le conducteur. J'ai posé le conducteur sur la table de la régie. Puis, je suis allé dans le bureau administratif. J'ai fermé la porte et j'ai attendu que la journée commence vraiment. Les heures qui précèdent un grand événement ont une texture particulière que je n'ai jamais réussi à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Ce n'est pas de la tension. La tension est une chose active, une chose qui pousse vers l'avant. Ce que je ressentais dans ce bureau administratif entre 8 heures du matin et le début des festivités était quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus lourd en même temps. Une vigilance silencieuse, le type d'état dans lequel un homme se trouve quand il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour préparer quelque chose et qu'il attend maintenant que les événements se déroulent selon la logique qui leur est propre. J'avais un écran dans ce bureau. Pas grand, une trentaine de centimètres de diagonale posé sur le coin droit de mon bureau depuis que nous avions installé le système de surveillance interne du salon il y avait de ça maintenant 7 ans. Ce système avait été conçu pour des raisons pratiques, la sécurité des lieux, la supervision de la logistique pendant les grands événements, la possibilité pour moi d'intervenir rapidement si quelque chose se passait mal sans avoir à traverser les espaces publics en perturbant les réceptions en cours. Ce matin-là, cet écran était ma fenêtre sur un mariage auquel je n'étais pas invité. J'ai regardé les premières équipes arriver, Laurent et ses cuisiniers, les serveurs que nous avions renforcés avec du personnel supplémentaire pour cet événement spécifique, le fleuriste qui était revenu pour les derniers ajustements des compositions, les techniciens du son qui faisaient leur vérification finale avec le groupe musical. Vers 11 heures, j'ai vu Isabelle arriver avec une assistante que je ne connaissais pas, une jeune femme que nous avions recrutée en juillet pour la saison chargée de l'automne. Isabelle faisait ce qu'elle faisait toujours avant un grand événement. Elle marchait lentement dans toute la salle, une checklist dans la main gauche et un stylo dans la main droite, et elle vérifiait chaque détail avec la méthode minutieuse qui était sa signature. C'était une femme que j'avais recrutée à une époque où elle sortait d'un poste difficile dans une chaîne hôtelière parisienne qu'il avait sous-payé et sous-estimé pendant 5 ans. Elle avait rejoint le Salon des Lumières avec le soulagement de quelqu'un qui trouvait enfin un endroit où ce qu'elle savait faire était reconnu à sa juste valeur. Je n'avais jamais regretté cette décision. À 13 heures, j'ai mangé un sandwich que j'avais apporté de la maison, assis dans mon fauteuil de bureau, les yeux sur l'écran. La cérémonie civile à la mairie devait se terminer vers 14h30. Les premiers invités arriveraient au salon vers 16 heures pour le cocktail d'accueil. Je pensais à Théodore. Je pensais à la façon dont il avait hoché la tête ce soir-là dans ma cuisine. Ce hochement de tête qui avait duré moins d'1 seconde et qui avait changé quelque chose entre nous de façon permanente. Non pas parce que c'était un acte de lâcheté, même si c'en était un, mais parce que ce hochement de tête m'avait dit quelque chose d'essentiel sur où en était mon fils avec lui-même. Théodore avait grandi dans une famille où le travail était une valeur centrale, mais pas une valeur sèche. Ce n'était pas le travail pour le travail. C'était l'idée que ce qu'on construit avec ses mains et sa tête nous appartient d'une façon que les opinions des autres ne peuvent pas atteindre. Sa mère lui avait transmis ça autant que moi. Peut-être plus que moi parce que Martine avait une façon de formuler ces choses-là qui les rendait concrètes et mémorables. Et pourtant, Théodore, adulte,
avait décidé que l'approbation de gens qu'il connaissait depuis moins de 2 ans valait plus que la dignité de son père. Je ne disais pas ça avec amertume. Je le disais comme un fait. Un fait triste, douloureux, mais un fait. La question que je me posais depuis mars n'était pas pourquoi il avait fait ça. Cette question-là avait une réponse qui n'était pas difficile à trouver. Il aimait Camille. Il voulait être accepté par sa famille. Et quand on est amoureux à l'âge de 27 ans, on peut commettre des erreurs monumentales au nom de cet amour sans même s'en rendre compte. La question que je me posais était autre chose. La question était, qu'est-ce que j'allais faire de cette réalité-là? J'aurais pu me retirer complètement, annuler les contrats, refuser de payer, laisser le mariage s'organiser sans moi et sans mes ressources. J'aurais eu le droit légal et moral de le faire. Personne ne m'aurait condamné. J'aurais pu appeler Théodore et lui dire exactement ce que je pensais, dans tous les détails, avec tout le poids de la déception et de la blessure. J'en avais le droit également. J'aurais pu appeler Henri Fontaine et lui expliquer poliment mais clairement qui j'étais et ce que j'avais construit, et observer sa réaction quand il comprendrait qu'il avait mal catégorisé quelqu'un. J'ai choisi autre chose. J'ai choisi de laisser les événements se dérouler jusqu'au moment où la vérité pourrait se révéler d'elle-même dans un espace où tout le monde serait présent, sans que j'aie besoin de la crier, sans que j'aie besoin de l'expliquer, sans que j'aie besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. La vérité révélée dans les bonnes conditions n'a pas besoin de défenseur. Elle se défend toute seule. Je m'accorde une pause ici parce que j'arrive à une partie de l'histoire qui demande que vous soyez vraiment là avec moi pour la suivre dans tous ses détails. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Je veux imaginer où vous êtes pendant que je vous raconte ça. Laissez-le dans les commentaires. Et si c'est une de ces nuits où on ne trouve pas le sommeil, si quelque chose dans cette histoire réveille quelque chose dans votre propre vie, laissez un commentaire pour me le dire. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. Un mot suffit parfois. Un like si cette histoire mérite d'être entendue. Abonnez-vous parce que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau ici et je ne veux pas que vous manquiez la suite. Parce que ce que je m'apprête à vous raconter maintenant, c'est la partie que même les gens qui étaient présents dans cette salle n'ont pas vue dans sa totalité. Les premiers invités ont commencé à arriver vers 16h15. Sur mon écran, je les observais traverser l'entrée du Salon des Lumières avec cette façon particulière qu'ont les gens de se comporter quand ils entrent dans un espace élégant qu'ils découvrent pour la première fois. Un léger ralentissement du pas, un regard vers le haut, vers les hauteurs de plafond. Quelques mots échangés à voix basse avec le voisin le plus proche, comme si la beauté du lieu appelait à une discrétion instinctive. Le Salon des Lumières était exactement ça ce soir-là, beau d'une façon qui n'avait rien d'ostentatoire. Les compositions florales étaient sobres et généreuses à la fois, des fleurs de septembre dans des teintes crème et vert sauge, que Martine aurait aimé parce qu'elle disait quelque chose sans le crier. L'éclairage était cette nuance chaude que nous avions mise au point avec l'ingénieur du son et qui donnait au visage des gens une qualité légèrement dorée, la qualité qu'on ne retrouve que dans les endroits où quelqu'un a réfléchi à ce qu'on ressentait en y étant. Les serveurs circulaient avec les plateaux du cocktail. Laurent avait préparé des amuse-bouches qui étaient le résumé de ce que nous savions faire. Techniquement impeccable, visuellement précis, et avec ce quelque chose en plus qui faisait que les gens mangèrent le premier et tendaient la main vers le deuxième sans y avoir réfléchi. J'observais tout ça depuis mon bureau et je ressentais quelque chose que je n'avais pas anticipé complètement. Une fierté tranquille et légèrement douloureuse. 30 ans de travail commun avec Martine, 30 ans de décisions prises et de risques acceptés, et de nuits sans sommeil et de satisfactions accumulées, et tout ça se manifestait ce soir dans cette salle, lors de ce mariage particulier, dans ces détails que 203 personnes vivaient sans savoir qui les avait rendus possibles. Puis j'ai vu Théodore entrer dans la salle. Il était en costume bleu nuit, un costume que je ne lui connaissais pas, qu'il avait dû acheter pour l'occasion. Il avait l'air d'un homme qui fait un effort pour être à la hauteur de quelque chose. À côté de lui, Camille était en robe de mariée, une robe simple et travaillée à la fois, avec cette qualité particulière des vêtements bien faits
qui ne cherchent pas à être remarqués mais qui le sont quand même. Ils étaient beaux. Ensemble, ils formaient quelque chose qui avait une logique visuelle et émotionnelle. Je pouvais voir ça même depuis mon écran. Derrière eux, Henri et Sylvie Fontaine. Henri dans un costume anthracite et une cravate bordeaux. Sylvie dans une robe bleu canard qui lui allait bien. Ils marchaient avec la posture de gens qui entrent dans un espace qui confirme quelque chose qu'ils pensaient déjà de leur propre importance. Je les ai observés découvrir la salle. J'ai vu Henri Fontaine dire quelque chose à sa femme et elle hochait la tête. J'ai vu Sylvie Fontaine toucher une des compositions florales du bout des doigts et se retourner vers Camille pour lui dire quelque chose. Je n'entendais pas ce qui se disait, mais les corps parlaient clairement. Les Fontaines étaient satisfaits. L'endroit était à la hauteur de leur idée de l'endroit où devait se célébrer le mariage de leur fille. Cette satisfaction-là ne m'a pas irrité. Elle m'a confirmé quelque chose que je savais déjà. Des gens qui ont un système de valeurs basé sur les apparences peuvent très bien vivre dans un monde où les apparences sont soignées. Ils n'avaient aucune raison d'être mal à l'aise ce soir. Leur mariage allait être magnifique. Leur fille allait avoir la cérémonie qu'elle avait voulu. Leurs invités allaient manger et boire et danser dans un des plus beaux endroits de la métropole lilloise. Tout ça avait été financé et organisé par l'homme qu'ils avaient demandé à ne pas voir. L'ironie n'était pas amère, elle était simplement là, comme une note grave dans une mélodie par ailleurs lumineuse. Vers 18h30, le cocktail d'accueil touchait à sa fin et les invités commençaient à être guidés vers la salle principale pour le dîner. Sur mon écran, je regardais les tables se remplir, les serveurs circuler avec les premières bouteilles de vin, le groupe commençait à jouer une musique douce en fond sonore pendant l'installation. Le conducteur de la soirée prévoyait ma salutation à 19h, entre la fin du premier service et le début des discours des proches. Ce moment avait été choisi délibérément par Isabelle, pour des raisons purement pratiques. C'était la fenêtre naturelle entre deux moments forts de la soirée, un moment où les invités étaient installés, détendus, les verres levés, prêts à écouter. À 18h50, je me suis levé de mon fauteuil. J'ai regardé une dernière fois l'écran. La salle était pleine. Les 203 personnes que je n'avais pas été invité à rejoindre étaient là, dans mon salon, mangeant la nourriture de ma cuisine, entouré des fleurs que mes équipes avaient disposées, écoutant la musique de mes musiciens. J'ai sorti le veston de mon costume gris de la penderie du bureau. Je l'ai enfilé. J'ai regardé rapidement dans le petit miroir au-dessus de l'évier du bureau. Un homme de 56 ans avec les cheveux gris et les mains d'un homme qui a travaillé toute sa vie. Quelqu'un que sa femme aurait reconnu immédiatement. J'ai pris une respiration longue. Puis j'ai ouvert la porte du bureau administratif et j'ai marché vers l'entrée principale du salon des Lumières. Ce que j'ai ressenti dans ce couloir, entre la porte du bureau et l'entrée de la salle, je ne l'ai jamais tout à fait réussi à décrire. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'excitation non plus. C'était quelque chose de plus élémentaire. Quelque chose qui ressemblait à la conscience très aiguë que ce qui allait se passer dans les prochaines minutes était irréversible, et que l'irréversible, quand on l'a choisi en connaissance de cause, a une qualité particulière de clarté. Martine avait toujours dit que les moments les plus importants de sa vie lui avaient semblé plus calmes que prévu. La veille de notre mariage, le matin de la naissance de Théodore, le jour où nous avions signé les actes d'achat du Salon des Lumières. Je comprenais maintenant ce qu'elle voulait dire. Le couloir qui menait à l'entrée principale avait une 20aine de mètres. Je les ai parcourus lentement. Pas parce que je voulais ménager un effet, mais parce que c'était le rythme naturel d'un homme qui n'a pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Isabelle m'attendait au niveau de la régie. Quand elle m'a vu, son expression a changé d'une façon difficile à décrire. Pas de la surprise. Quelque chose de plus proche de la compréhension soudaine. Isabelle n'était pas au courant de l'histoire personnelle derrière cet événement, mais elle connaissait son employeur depuis 7 ans, et elle avait suffisamment d'intelligence émotionnelle pour comprendre qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le fait que je sois là ce soir, dans ce costume gris, à cette heure précise. Je lui ai souri. Elle a répondu à mon sourire avec ce hochement de tête particulier qu'elle avait pour signifier qu'elle comprenait et qu'elle faisait confiance à ce qui allait suivre.
Le technicien de son a reçu le signal convenu. Les musiciens ont terminé leur morceau en cours sur une résolution douce. La lumière dans la salle a légèrement diminué, pas de façon dramatique, mais suffisamment pour signaler que quelque chose allait se passer. Le directeur de salle, un homme que nous appelions Marc et qui avait l'expérience de 20 ans de ce genre de moment, s'est approché du microphone central et a dit les quelques mots habituels pour ce type d'intervention. Une phrase simple qui annonçait que le propriétaire de l'établissement souhaitait adresser quelques mots de bienvenue à l'Assemblée. Et j'ai marché vers la salle. Je veux vous raconter ce qui s'est passé ensuite avec tous les détails qui le méritent. Mais avant, laissez-moi reprendre mon souffle une seconde parce que même maintenant, à me souvenir de ce moment précis, quelque chose dans la poitrine fait un mouvement que je ne contrôle pas entièrement. Si vous êtes encore là avec moi à ce stade de l'histoire, merci. Vraiment. D'où vous regardez en ce moment? Votre ville, votre région, votre pays. Quelle heure est-il là-bas? Laissez-le dans les commentaires parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde ces vidéos à une heure impossible de la nuit et j'aime savoir que quelqu'un est là dans le silence. Un like si cette histoire vous a tenu jusqu'ici. Abonnez-vous parce que demain il y a quelque chose de nouveau et je veux que vous soyez là pour ça aussi. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette salle. J'ai poussé les portes doubles de l'entrée principale de la façon dont je les avais poussées des centaines de fois depuis 21 ans que ce salon existait. Pas avec force, pas avec ostentation, avec la pression exacte nécessaire pour les ouvrir et rien de plus. La salle s'est ouverte devant moi. 203 personnes. Des tables rondes de déshabillés de nappes blanches et de composition florale. Des bouteilles de vin Bordeaux et Bourgogne qui renvoyaient la lumière chaude des éclairages. Des visages tournés vers l'entrée avec cette curiosité légèrement polie qu'ont les gens pendant les mariages quand quelque chose sort de l'ordre prévu de la soirée. J'ai vu Théodore immédiatement. Il était à la table d'honneur, au centre de la salle, à une vingtaine de mètres de moi. Et j'ai vu le moment exact où il m'a reconnu. Le sang a quitté son visage, pas progressivement, d'un seul coup, d'une façon que je n'avais jamais vue sur lui depuis qu'il était enfant et qu'il avait eu la scarlatine à l'âge de 7 ans. Cette pâleur particulière qui appartient au moment où quelque chose de fondamental change dans la compréhension qu'on a de ce qui est en train de se passer. À côté de lui, Camille avait baissé les yeux vers la table. Peut-être pour chercher quelque chose, peut-être parce qu'elle avait compris quelque chose aussi vite que Théodore. Henri Fontaine me regardait avec l'expression de quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi un visage lui semble familier sans qu'il soit sûr de l'avoir déjà vu. Je me suis approché du microphone et j'ai commencé à parler. Ce que j'ai dit ce soir-là, je vais vous le rapporter avec la précision dont je suis capable, parce que c'est important que vous entendiez exactement les mots que j'ai choisis et exactement les mots que je n'ai pas choisis. J'ai dit « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Philippe Garnier. Je suis le propriétaire du Salon des Lumières depuis 21 ans. » Il y a eu un mouvement dans la salle. Pas de bruit. Un mouvement. Des gens qui se penchaient légèrement vers leur voisin le plus proche. Des regards qui se croisaient. J'ai dit « Ce salon a été construit avec ma femme Martine, qui nous a quittés il y a 5 ans et dont l'intelligence et le soin sont présents dans chaque détail de cet endroit. Des hauteurs de plafond aux compositions florales que vous avez devant vous ce soir. » Un silence. Un vrai silence. J'ai dit « C'est une tradition dans notre établissement, lors des événements d'envergure, que le propriétaire adresse quelques mots de bienvenue à l'Assemblée. Je respecte cette tradition ce soir avec d'autant plus de sincérité que cette réception est celle du mariage de mon fils Théodore. » Ce que j'ai entendu dans la salle à ce moment-là, c'est ce que j'appellerais une absence de son. Pas du silence, parce que le silence est neutre. Ce que j'ai entendu était une absence active, comme si 203 personnes retenaient leur respiration exactement au même moment sans l'avoir décidé. À la table d'honneur, Théodore n'avait pas bougé. Il était comme une statue de lui-même. Camille avait relevé les yeux. Henri Fontaine avait compris. Je voyais la compréhension traverser son visage d'une façon que je ne lui souhaitais pas comme expérience, mais que je lui souhaitais comme connaissance.
J'ai dit, j'ai choisi d'honorer chaque engagement que j'avais pris en tant que père et en tant que propriétaire de cet établissement. Je n'ai pas choisi cette soirée pour faire autre chose que ce que j'aurais fait lors de n'importe quel grand événement qui se déroule ici. Vous souhaiter la bienvenue et vous dire que tout ce que vous avez mangé, bu, entendu et vu ce soir a été préparé avec le soin que nous mettons dans chaque événement que nous accueillons. Une pause, courte, calculée. Un mariage commence avec des promesses de respect, de confiance, de fidélité. Ces promesses ont de la valeur. Elles ont de la valeur quand elles sont dites et quand elles sont tenues. Et elles perdent cette valeur, non pas quand elles sont difficiles à tenir, mais quand on ne les a jamais vraiment voulues. J'ai regardé la salle. Pas Théodore en particulier. La salle entière. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et à Théodore et Camille, je souhaite un mariage fondé sur le respect mutuel. C'est la seule chose qui résiste au temps. J'ai posé le microphone. Et je suis sorti de la salle par où j'étais entré. Ce silence-là derrière moi pendant les 10 secondes où je marchais vers les portes est le silence dont je vous ai parlé au tout début, celui que j'entends encore certains soirs dans la maison trop grande. Mais maintenant je vous dois la suite, ce qui s'est passé après que j'ai refermé les portes derrière moi, ce que Théodore a fait, ce que les Fontaine ont dit, ce que Camille a pensé, et surtout ce que j'ai appris, dans les semaines qui ont suivi sur moi-même, sur mon fils, et sur la différence entre la justice et la guérison. Parce que ces deux choses-là ne sont pas la même chose. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Ce que j'ai ressenti dans le couloir après être sorti de la salle n'était pas ce que j'aurais pu attendre. Pas du triomphe. Pas du soulagement non plus. Pas entièrement. Quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui mélangeait une fatigue profonde et une sorte de légèreté qui avait à voir avec le fait d'avoir dit la vérité dans les mots les plus simples disponibles. Je suis retourné dans mon bureau administratif. Je me suis assis dans mon fauteuil. L'écran devant moi montrait la salle dans laquelle la soirée avait repris, non pas immédiatement et non pas facilement, mais elle avait repris parce que les événements ont cette façon de reprendre même quand quelque chose d'important vient de se passer. Ce que je voyais sur l'écran était difficile à lire dans le détail, mais clair dans ses grandes lignes. Les convives à la table d'honneur étaient dans une conversation que je n'entendais pas. Théodore était toujours pâle. Henri Fontaine parlait. Camille regardait ses mains sur la table. J'ai regardé ça pendant quelques minutes, puis j'ai éteint l'écran. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de regarder jusqu'au bout. Dans l'heure qui a suivi, Isabelle est venue frapper doucement à la porte du bureau. Elle est entrée et m'a regardé avec cette expression qu'elle avait quand elle avait quelque chose d'important à dire, mais qu'elle voulait s'assurer d'abord que j'étais prêt à l'entendre. Je lui ai dit de s'asseoir. Elle m'a dit que la soirée se poursuivait normalement, que les équipes faisaient leur travail exactement comme prévu, que les musiciens avaient repris et que les gens dansaient, qu'il n'y avait eu aucun incident dans le sens pratique du terme. Puis elle m'a dit que Théodore était venu à la régie une vingtaine de minutes après mon départ de la salle, qu'il avait demandé à lui parler, qu'elle lui avait dit que j'étais dans le bureau, et que Théodore était reparti vers la salle sans rien dire de plus. Je vous raconterai ce que Théodore m'a dit, mais pas tout de suite. D'abord, je dois vous parler de ce que j'ai appris cette nuit-là en restant seul dans ce bureau pendant que la fête continuait, sans moi, de l'autre côté de la cloison. Ce que j'ai appris, c'est que la dignité n'est pas le contraire de la douleur. On peut être blessé et digne en même temps. Ces deux états ne s'excluent pas. En fait, la dignité n'a de sens réel que quand elle est tenue malgré la douleur, pas en l'absence de douleur. J'étais blessé ce soir-là, non pas de la blessure aiguë du premier soir dans la cuisine quand Théodore avait hoché la tête. Cette blessure-là avait eu des mois pour se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de moins vif et de plus profond. La blessure de ce soir-là était celle de voir, concrètement et complètement, ce que mon fils avait choisi. Non pas ce qu'il avait demandé dans la cuisine, sous la pression d'une situation difficile, mais ce qu'il avait maintenu pendant des mois, ce qu'il avait laissé se passer le soir même. Et pourtant,
Et pourtant, ce garçon de 27 ans qui avait émachi dans la lumière de la salle était mon fils. Celui que Martine avait tenu contre elle le premier matin de sa vie dans cette chambre d'hôpital que je n'oublierai jamais, avec ce blanc particulier des néons des hôpitaux et cette odeur spécifique de propre et de médicaments et de quelque chose d'autre qui était la vie qui commençait. Celui qui avait eu peur des chiens jusqu'à l'âge de 12 ans et qui m'avait demandé un soir si j'avais peur de quelque chose moi aussi, et à qui j'avais répondu que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce que les gens que j'aimais méritaient. Ce garçon-là avait fait quelque chose de mal, quelque chose de lâche et de douloureuse. Et ce garçon-là était mon fils et je l'aimais. Ces deux vérités coexistaient dans ce bureau, sans se résoudre l'une l'autre et sans s'annuler non plus. Vous savez, j'ai pensé à vous à plusieurs reprises pendant cette nuit-là dans ce bureau. Non pas à vous spécifiquement puisque je ne vous connaissais pas encore, mais à la personne qui un jour écouterait cette histoire et qui peut-être reconnaîtrait quelque chose dedans. La personne qui sait ce que c'est d'aimer quelqu'un qui vous a déçu d'une façon fondamentale et de trouver que cet amour ne disparaît pas pour autant. Que l'amour d'un parent pour son enfant n'est pas conditionnel, même quand on voudrait parfois qu'il le soit parce que ce serait plus simple. Dites-moi si vous êtes cette personne ce soir. Dites-moi d'où vous regardez, votre ville, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Et si quelqu'un dans votre entourage a vécu quelque chose de comparable, quelqu'un qui a aimé malgré tout et qui s'est demandé si c'était de la force ou de la faiblesse, partagez cette vidéo avec lui. Un like si cette histoire vous touche au bon endroit. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes et laissez-moi continuer parce que je n'ai pas encore tout dit. La fête a duré jusqu'à 2 heures du matin. Je le sais parce que je suis resté dans le bureau jusqu'à 1 heure, puis j'ai fait un dernier tour des cuisines avec Laurent pour vérifier que tout se passait bien côté service, et j'ai quitté le salon des Lumières à 1h20 sans repasser par la salle principale. Dehors, l'île était silencieuse de cette façon particulière qu'ont les villes du Nord la nuit. Une sorte de silence qui n'est pas vide mais dense, rempli de la présence invisible des gens qui dorment derrière les façades des immeubles. Je suis rentré à pied. Il y avait 20 minutes à pied entre le salon et la maison, une habitude que j'avais depuis les premières années, et que j'avais gardée les soirs où le temps et la saison le permettaient. Cette nuit-là, le temps était doux pour un 14 septembre. Un peu de vent du nord, juste assez pour rafraîchir. Les platanes de l'avenue avaient commencé à jaunir aux extrémités des branches, ce jaunissement précoce qui annonce l'automne sans encore le déclarer. Je marchais et je pensais à Martine. Je pensais au fait que si elle avait été là, rien de tout ça ne se serait passé de cette façon. Non pas parce qu'elle aurait empêché Théodore de faire ce qu'il avait fait, elle ne contrôlait pas Théodore et ne l'avait jamais cherché, mais parce que sa présence dans la vie de notre fils aurait été une encre différente de la mienne. Martine avait avec Théodore une connexion directe et chaleureuse que j'avais toujours un peu enviée. Elle le voyait d'une façon que moi je ne le voyais pas. Elle entendait les choses qu'il ne disait pas d'une façon que moi je n'entendais pas toujours. Elle lui manquait. Il lui manquait à lui d'une façon qu'il n'avait pas encore trouvé les mots pour exprimer. Et peut-être que ce manque-là, cette blessure du deuil non dit, avait quelque chose à voir avec l'intensité de son besoin d'être accepté par la famille de Camille. Peut-être qu'il cherchait, dans le regard approbateur d'Henri Fontaine, quelque chose qu'il n'avait plus et qu'il n'avait pas su chercher autrement. Je ne dis pas ça pour l'excuser, je le dis pour essayer de comprendre. Et la compréhension n'est pas la même chose que l'excuse. Je suis arrivé à la maison à 1h50. J'ai mis de l'eau à chauffer pour une tisane. J'ai attendu que l'eau bouille en regardant la flamme sous la casserole. J'ai bu la tisane debout dans la cuisine avec les lumières à moitié, juste la petite lampe au-dessus de l'évier. Puis je suis allé me coucher. Et j'ai dormi. Vraiment dormi, d'un sommeil sans rêve et sans interruption, pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, à 9h30, mon téléphone a sonné. C'était Théodore. Sa voix avait quelque chose que je n'y avais pas entendu depuis qu'il était adolescent. Une fragilité particulière. Pas de la faiblesse, mais la fragilité spécifique d'un homme qui sait qu'il a quelque chose d'important à dire et qui n'est pas sûr d'avoir les mots pour le dire correctement. Il m'a demandé si on pouvait se voir. Je lui ai dit de venir quand il voulait. Il est arrivé 1 heure plus tard, seul.
Camille n'était pas avec lui, ce qui était la bonne décision pour cette conversation-là, même si personne ne l'avait dit explicitement. Il portait encore les traces de la nuit précédente sur le visage. Pas d'une façon dramatique, mais la façon dont une nuit difficile laisse sa signature sur les traits d'un homme. Une légère tension autour des yeux, une légèreté de teint qui dit que le sommeil n'a pas été réparateur. Il s'est assis à la même table où nous avions eu la conversation de mars, la même lampe au-dessus, la même tasse de café que je lui avais préparée et qu'il a prise cette fois sans hésiter. Il n'a pas dit pardon immédiatement. Il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit « Comment tu savais que tu pouvais faire ça ?» J'ai pris le temps de comprendre ce qu'il demandait vraiment. Il ne demandait pas le mécanisme de la clause contractuelle. Il demandait autre chose. Il demandait comment j'avais trouvé la force ou la certitude ou la clarté pour faire ce que j'avais fait de la façon dont je l'avais fait. Sans éclat, sans accusation, sans spectacle. Juste la vérité dite dans les mots les plus simples. Je lui ai répondu, parce que je n'avais rien à prouver. J'avais juste quelque chose à dire. Il a regardé son café, puis il a dit « J'aurais dû refuser ». Pas « J'aurais dû te défendre ». Pas « J'aurais dû dire à la famille de Camille ce que tu étais vraiment ». Mais « J'aurais dû refuser ». Ce qui était la formulation la plus honnête et la plus difficile disponible, parce que ça signifiait qu'il prenait la responsabilité de son propre choix sans la reporter sur les fontaines. J'ai dit « oui », un seul mot, pas de commentaire, pas d'élaboration, parce que ce moment-là n'avait pas besoin de plus que ça. Il y a eu un long silence entre nous, un silence différent de tous les silences que nous avions partagés depuis la mort de Martine. Ceux-là étaient des silences d'hommes qui ne savent pas comment parler de ce qui compte. Celui-là était un silence d'homme qui venait de parler de ce qui comptait et qui laissait les mots se déposer avant de continuer. C'est Théodore qui a repris en premier. Il m'a parlé de la nuit précédente, de ce qui s'était passé à la table d'honneur après mon départ. Henri Fontaine avait gardé le silence pendant plusieurs minutes. Sylvie Fontaine avait dit quelque chose à voix basse à Camille que Théodore n'avait pas entendu. Et Camille avait regardé Théodore d'une façon qu'il n'avait pas su lire sur le moment, mais qu'il pensait comprendre maintenant. Camille lui avait demandé pendant la nuit, pendant qu'ils rentraient à leur appartement de la rue de la Barre dans un taxi silencieux. « Pourquoi tu ne me l'avais pas dit ? Pas pourquoi tu ne leur avais pas dit à mes parents ? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit à moi ?» Théodore m'a regardé en disant ça. Il attendait peut-être que je lui donne la réponse. Je n'avais pas la réponse à sa place. Cette réponse-là lui appartenait. Ce que je lui ai dit, c'est que les questions que les gens posent le lendemain d'une cérémonie comme celle-là sont les questions qui comptent le plus. Que la façon dont on répond à ces questions-là détermine ce que le mariage devient vraiment dans les années qui suivent. Il a hoché la tête. Ce hochement-là était différent de celui de mars. Ce n'était pas un acquiescement passif sous pression. C'était quelque chose de plus actif, quelque chose qui ressemblait à la décision de comprendre. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, des choses se sont passées que je vais vous raconter maintenant parce qu'elles font partie de l'histoire complète et qu'une histoire qui s'arrête à la confrontation n'est pas une histoire honnête. C'est un spectacle. Et ma vie n'est pas un spectacle. Henri Fontaine m'a appelé 4 jours après le mariage. C'était un mardi matin, vers 10 heures. Je reconnaissais le numéro parce que Théodore me l'avait donné des mois plus tôt, dans un contexte différent. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Henri Fontaine avait une voix qui n'était plus celle du dîner de janvier. Quelque chose en avait changé la texture. Pas de fragilité, pas d'humilité excessive non plus. Mais une forme de précision que je n'y avais pas entendue jusqu'alors. L'exactitude d'un homme qui a décidé de parler directement, parce que les alternatives lui semblent moins dignes. Il m'a dit qu'il voulait me demander de nous rencontrer. Je lui ai demandé dans quel but. Il a dit qu'il pensait me devoir des explications. J'ai dit que les explications ne m'intéressaient pas particulièrement, mais que je rencontrerais volontiers l'homme qu'il était. Nous nous sommes vus le jeudi suivant dans un café de la place de la République, un endroit neutre choisi, ni par lui ni par moi, mais suggéré par Théodore qui avait facilité cette rencontre d'une façon qui me disait quelque chose d'encourageant sur la direction qu'il prenait. Henri Fontaine est arrivé avant moi.
Je l'ai reconnu depuis l'entrée du café, assis à une table près de la fenêtre, les mains posées à plat sur la table, sans téléphone. La posture de quelqu'un qui attend sans chercher à occuper l'attente. Je me suis assis en face de lui. Il m'a regardé et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il m'a dit « Je croyais vous connaître. Je ne vous connaissais pas. » Ce n'était pas une excuse. C'était une déclaration. La reconnaissance d'une erreur de jugement commise avec suffisamment de certitude pour avoir été durable et conséquente. Je lui ai répondu que c'était souvent le cas avec les gens qu'on place dans une catégorie avant de les avoir vraiment regardés. Il n'a pas répondu à ça immédiatement. Il a bu une gorgée de son café. Puis, il m'a demandé si j'accepterais de lui expliquer comment nous en étions arrivés là, depuis le début, depuis le premier dîner, depuis ce qu'il avait dit ou fait qui m'avait signalé ce qu'il était. C'était une question surprenante, une question qui demandait une honnêteté que beaucoup d'hommes dans sa position n'auraient pas osé réclamer. Je la lui ai donnée, honnêtement et complètement, sans cruauté, mais sans atténuation non plus. Il m'a écouté, vraiment écouté, sans interrompre, sans défendre, sans expliquer. Pendant 20 minutes, il a juste écouté. À la fin, il a dit « Vous avez eu raison de ne pas vous défendre autrement. Je ne suis pas certain que cette phrase voulait dire exactement ce que j'entendais dedans. Mais quelque chose dans sa façon de la dire indiquait qu'il avait compris quelque chose d'essentiel sur la différence entre ce qu'il avait cru que j'étais et ce que j'étais. Avant que vous n'entendiez ce qui s'est passé ensuite avec Théodore et Camille, avec les Fontaines, avec moi-même dans les mois qui ont suivi, je veux m'arrêter ici un moment parce que nous arrivons à une partie de cette histoire que j'ai du mal à raconter sans que quelque chose dans la gorge ne se resserre légèrement. Si vous avez suivi jusqu'ici, si vous êtes encore là, laissez-moi le savoir. Votre ville, votre région, votre pays dans les commentaires. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et si cette histoire vous a ému d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait penser à quelqu'un que vous aimez ou à quelque chose que vous portez en silence, mettez un like. Abonnez-vous parce que chaque jour il y a quelque chose de nouveau ici, et certaines histoires pourraient vous toucher d'une façon inattendue. Et partagez si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre qu'on peut traverser ça et en sortir debout. Laissez-moi maintenant vous raconter ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment ce qu'elle est. Il y a une chose que les histoires de ce type ont tendance à escamoter, le lendemain, et le surlendemain, et les 3 semaines après, et le premier mois qui ressemble encore à la crise, même si la crise est techniquement résolue. Et la nuit du mercredi 6 semaines plus tard, où quelque chose remonte et où on reste assis dans le noir à laisser ça remonter sans essayer de le réenterrer. Le lendemain d'un moment de vérité n'est pas de la guérison. La guérison est un processus long et non linéaire avec des jours qui avancent et des jours qui reculent, et des matins où on pense que c'est derrière, et des soirs où c'est encore là aussi clairement que le premier soir. Je veux vous raconter ce processus-là, pas en résumé, avec les détails qui le rendent réel. Dans les 2 semaines qui ont immédiatement suivi le mariage, Théodore et moi nous sommes vus 3 fois. Pas dans un contexte de crise, pas pour des conversations qui ressemblaient à des comptes rendus de ce qui s'était passé, mais simplement pour des dîners tranquilles à la maison où nous mangions et parlions et laissions les choses exister à côté de nous sans les appeler par leur nom à chaque instant. Camille n'était pas là lors de ces dîners. Ce n'était pas une décision prise ensemble explicitement. C'était quelque chose que Théodore avait arrangé naturellement, comprenait que nous avions besoin d'un espace à deux pour reconstruire quelque chose qui existait entre lui et moi, avant que Camille entre dans l'histoire et qui devait être réparé à 2, avant de pouvoir inclure un 3e. Lors du 2e dîner, un jeudi soir de fin septembre, il m'a demandé si j'avais connu la clause contractuelle avant qu'il ne choisisse le Salon des Lumières comme lieu de réception. Je lui ai dit non. Il m'a regardé. Il savait que je disais la vérité. Et il y avait dans ce regard-là quelque chose qui ressemblait à un début de compréhension, du fait
que ce qui s'était passé n'était pas un plan prémédité, mais quelque chose d'autre. La confluence de plusieurs réalités qui avaient produit un moment de vérité involontaire dans sa structure, même si délibérée dans sa décision. J'ai expliqué à Théodore que, quand j'avais appris que le Salon des Lumières avait été choisi comme lieu de réception, j'avais eu une décision à prendre. Soit je révélais immédiatement que j'en étais le propriétaire et que j'allais en prendre en charge les coûts, ce qui aurait produit un résultat différent, mais pas nécessairement plus honnête. Soit je laissais les choses se développer jusqu'au moment prévu dans le contrat standard et je voyais ce que cette situation produisait d'elle-même. J'avais choisi la deuxième option, non pas pour blesser, mais pour voir. Pour voir jusqu'où la réalité était prête à aller sans mon intervention. Théodore a dit « Tu aurais pu me prévenir ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « Mais tu ne l'as pas fait parce que tu voulais savoir ce que je ferais ». J'ai dit « Oui ». Un long silence. « Et maintenant, tu sais ». J'ai dit « Et maintenant, nous savons tous les deux ». C'est une distinction qui compte. Je n'avais pas organisé cette soirée pour lui montrer ce qu'il avait fait. Je l'avais organisée pour que nous voyions ensemble ce que la situation révélait. La différence entre ces deux intentions et la différence entre la punition et la connaissance. Théodore a mangé en silence pendant quelques minutes. Puis il m'a demandé si je lui pardonnais. C'était une question honnête, qui méritait une réponse honnête. Je lui ai dit que le pardon n'était pas quelque chose qu'on donnait comme un objet, que c'était quelque chose qui se construisait dans le temps, dans les choix qu'on fait après les erreurs, dans la façon dont on porte ce qu'on a appris sur soi-même. Que je n'avais pas de compte en suspens avec lui, que je ne portais pas de rancune au sens où la rancune paralyse, mais que la relation que nous avions maintenant était différente de celle que nous avions avant et que cette différence-là n'était pas de la colère, c'était de la conscience. Il a hoché la tête de cette façon nouvelle que j'avais commencé à reconnaître. Ce que j'avais commencé à comprendre dans les semaines qui suivaient, c'est que cette épreuve avait fait quelque chose à Théodore qui n'aurait pas pu être fait autrement. Elle l'avait mis face à une vérité sur lui-même qu'il n'aurait pas trouvée dans une conversation normale, pas dans une discussion où je lui aurais simplement dit ce que je pensais, pas dans un dîner où nous aurions parlé de ce qui ne me convenait pas. Il avait eu besoin de se voir faire, d'être présent dans le moment où sa propre décision révélait son vrai poids, pas dans l'abstrait d'une conversation anticipée, mais dans la réalité concrète d'une salle de mariage, avec 203 personnes, et le visage de son père qui apparaissait à l'entrée principale. Ça ne s'invente pas. Ça se vit. Du côté des Fontaines, les choses évoluaient d'une façon que je n'avais pas complètement anticipée dans ses détails, même si j'avais anticipé que quelque chose évoluerait. Henri Fontaine, dans les semaines qui ont suivi notre rencontre au café de la place de la République, a entrepris une démarche que je ne lui aurais pas prédite. Il a commencé à se documenter sur l'entreprise que Martine et moi avions construite. Pas sur moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui laisse beaucoup de traces personnelles publiques, mais sur le Salon des Lumières, sur la réputation de l'entreprise, sur le travail que nous avions fait au fil des années. Je l'ai su parce que Théodore me l'a dit. Henri Fontaine avait dit à Camille qu'il voulait comprendre ce qu'il n'avait pas compris au moment où il aurait dû le comprendre. Cette démarche-là ne changeait pas ce qui s'était passé, mais elle signalait quelque chose sur cet homme qui était plus nuancé que ce que j'avais vu jusqu'alors. La capacité de reconnaître une erreur de jugement et de chercher à comprendre ce qui l'avait rendu possible est une capacité qui n'est pas universelle. Sylvie Fontaine avait une trajectoire différente, plus lente, plus intérieure. Camille m'a dit, lors d'un dîner qui a été organisé en novembre et qui était le premier repas en commun entre Théodore, Camille et moi depuis le mariage, que sa mère avait du mal à nommer ce qu'elle ressentait face à ce qui s'était passé. Que ce n'était pas de la honte exactement, ou pas seulement de la honte, mais quelque chose qui ressemblait à la découverte tardive d'une limite en elle-même qu'elle n'avait pas su voir et qui ne lui faisait pas plaisir à regarder. Ce dîner de novembre. Je veux vous en parler parce qu'il a compté d'une façon que je n'avais pas prévue. Nous étions 3 autour de la table dans ma cuisine. Théodore à ma gauche, Camille en face de moi. J'avais cuisiné une blanquette de veau que Martine aimait et que j'avais appris à faire correctement dans les premières années de notre mariage, après quelques tentatives ratées dont elle s'était moquée avec la douceur particulière des gens qui se moquent
parce qu'ils aiment. Camille avait une façon d'être différente de la première fois que je l'avais rencontrée. Pas radicalement différente, pas transformée, mais quelque chose dans la qualité de sa présence avait changé. Elle regardait les gens avec une légère pause supplémentaire avant de répondre, comme si elle s'assurait de ce qu'elle voulait vraiment dire avant de le dire. À un moment pendant le repas, elle m'a demandé ce que Martine aurait pensé de tout ça. La question m'a pris légèrement de court. Non pas parce qu'elle était inappropriée, mais parce qu'elle était directe d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas de sa part. Je lui ai dit que Martine aurait probablement dit que les mariages compliqués font parfois les meilleurs couples parce qu'ils montrent au début ce que les années montrent, plus lentement. Camille a souri. Un vrai sourire cette fois, pas le sourire poli du dîner de janvier, quelque chose qui venait de plus loin. Elle a dit qu'elle espérait que Martine avait raison. J'ai dit que Martine avait rarement tort. Dans les mois qui ont suivi ce dîner, ma relation avec Théodore a pris une qualité nouvelle que je n'aurais pas su décrire avant qu'elle existe. Une qualité plus directe et paradoxalement plus douce à la fois. Comme si le fait d'avoir traversé quelque chose de difficile ensemble, pas facilement et pas sans dommage, avait créé un espace de confiance qui n'existait pas auparavant. Il m'appelait plus souvent. Des coups de fil courts parfois, juste pour me dire quelque chose qu'il avait vu ou lu ou pensé. La façon dont on appelle quelqu'un quand on veut partager une chose précise et non pas quand on remplit une obligation de contact. Cette différence-là, entre l'appel d'obligation et l'appel de présence, je l'avais attendue longtemps sans pouvoir la demander. Avant de vous raconter où nous en sommes maintenant, où en sont Théodore et Camille, où en suis-je moi-même, je veux m'arrêter ici un instant parce que nous approchons de la fin de ce que j'ai à dire et que je veux que vous soyez là pour ça. Si vous m'avez suivi jusqu'à ce point de l'histoire, vous avez fait quelque chose que je ne prends pas à la légère. Vous avez passé du temps avec cette histoire et avec cet homme. Alors avant de finir, dites-moi d'où vous regardez, votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Et si quelqu'un qui vous est cher traverse quelque chose de similaire, quelqu'un qui s'interroge sur la valeur du travail d'une vie, quelqu'un qui doute de ce qu'il a construit face au regard des autres, partagez peut-être cette vidéo avec lui. Parfois, ce dont on a besoin, c'est d'entendre que quelqu'un d'autre a traversé ça et en est sorti avec quelque chose qu'il n'avait pas avant. Un like si cette histoire le mérite. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire maintenant est ce que je voulais dire depuis le début, ce que tout le reste était la préparation à entendre, ce que j'ai appris de tout ça, pas ce que j'en retiens comme leçon abstraite, ce que j'en ai appris concrètement sur moi-même, sur mon fils, sur la nature du travail et du respect et de l'héritage. La première chose que j'ai apprise, c'est que la discrétion est une vertu, mais qu'elle peut devenir un outil qu'on retourne contre soi-même sans le vouloir. Pendant 30 ans, j'avais cru qu'un travail bien fait parlait de lui-même. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. La réputation du Salon des Lumières existait indépendamment de mon nom, mais cette même discrétion avait rendu possible que des gens me placent dans une catégorie sans disposer des informations nécessaires pour le faire correctement. Je n'avais pas menti, mais j'avais laissé le vide se remplir d'hypothèses. Et les hypothèses des gens disent souvent plus de choses sur eux que sur vous. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que mon fils portait quelque chose de lourd depuis la mort de Martine que je n'avais pas vu, parce que nous ne savions pas encore parler de ce genre de poids ensemble. Il cherchait une famille dans la famille de Camille, d'une façon qui venait de ce manque-là, de cet espace que la mort de sa mère avait laissé et qu'il n'avait pas su reconnaître comme tel. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait, mais ça le place dans un contexte humain qui empêche la condamnation simple. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que la dignité est une position qu'on maintient non pas parce que les circonstances le facilitent, mais parce qu'elle est le seul endroit depuis lequel on peut regarder ce qui se passe avec les yeux ouverts. La nuit où je suis resté dans ce bureau pendant que la fête continuait de l'autre côté de la cloison, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. J'aurais pu sortir par une autre porte et rentrer à la maison et laisser les événements me définir par ce que j'avais subi. Ou j'aurais pu rester dans la salle après mon discours et attendre de voir les réactions et participer à ce qui serait devenu un spectacle.
J'ai choisi de dire ce que j'avais à dire et de partir, parce que la vérité que j'avais à dire était ma responsabilité. Ce que les gens en faisaient était la leur. La quatrième chose que j'ai apprise, et c'est peut-être la plus difficile, c'est que l'héritage que nous laissons n'est pas l'entreprise, ou le salon, ou le travail d'une vie. Ces choses-là ont une valeur réelle et concrète. Mais l'héritage qui dure est quelque chose de différent. C'est la façon dont on a agi dans les moments difficiles. La façon dont on a tenu quand tenir coûtait quelque chose. La façon dont on a aimé même, quand l'amour était inconfortable et non récompensé, et orienté vers quelqu'un qui ne le méritait pas encore entièrement. Martine m'avait dit quelque chose dans les dernières semaines de sa maladie que je n'avais pas entièrement compris à l'époque. Elle m'avait dit que ce qu'on laisse à nos enfants n'est jamais ce qu'on croit leur laisser. On croit leur laisser des valeurs, mais on leur laisse des images. On croit leur laisser des conseils, mais on leur laisse des moments. Et ces moments-là, ils continuent à travailler dans les enfants longtemps après qu'on ne peut plus leur expliquer quoi que ce soit. Le moment qu'ils auront de moi, Théodore, et peut-être un jour ses propres enfants si ça se fait, c'est un homme en costume gris qui est entré dans sa propre salle un soir de septembre pour dire une vérité simple et qui est parti sans attendre de récompense. C'est suffisant. C'est même plus que suffisant. Aujourd'hui, plusieurs mois après ce mariage, les choses ont pris leur forme nouvelle. Théodore et Camille vivent ensemble dans leur appartement. Ils traversent ce que tous les couples traversent dans la première année de mariage, les ajustements, les négociations implicites et explicites, les découvertes de qui l'autre est vraiment quand le quotidien remplace la cérémonie. Théodore m'a dit lors d'une conversation récente que Camille avait demandé à le rejoindre pour une visite au Salon des Lumières. Pas pour une occasion particulière, juste pour voir l'endroit vraiment, avec les yeux de quelqu'un qui sait maintenant ce qu'il représente. Ils sont venus un mardi après-midi, un jour sans événement, quand les salles étaient vides et que le calme du lieu pouvait s'entendre. Isabelle leur a fait visiter. Je n'étais pas là ce jour-là, pas par choix délibéré, mais parce que j'avais un rendez-vous chez un fournisseur à Roubaix. Théodore m'a appelé le soir pour me dire qu'ils étaient venus. Il m'a dit que Camille avait regardé longtemps une photo que nous avions dans le couloir de l'administration, une photo en noir et blanc de Martine dans la cuisine, lors d'un des premiers grands événements du salon, en 1996, les cheveux attachés, un tablier blanc, les mains qui tenaient quelque chose qu'on ne voyait pas dans le cadre, les yeux tournés vers quelque chose hors champ avec cette expression de concentration totale et sereine qu'elle avait quand elle était dans son élément. Théodore m'a dit que Camille avait demandé si elle pouvait avoir une copie de cette photo. J'ai dit que oui, bien sûr, je lui ferai faire une reproduction la semaine prochaine. Je la ferai encadrer correctement, avec un passe-partout gris clair et un cadre en bois sombre qui ne cherche pas à s'imposer. Et je la leur apporterai moi-même, pas pour marquer quoi que ce soit, pas pour clore quoi que ce soit, mais parce que c'est ce qu'on fait dans une famille. On apporte des choses, on transmet des images, on laisse les gens voir qui étaient là avant eux et comprendre d'où vient ce qui leur arrive maintenant. Je m'appelle Philippe Garnier. J'ai 56 ans. J'ai construit quelque chose avec la femme que j'aimais dans une ville du nord de la France pendant 30 ans. Et j'ai appris, plus tard que je ne l'aurais voulu, mais pas trop tard pour que ça serve, que ce qu'on construit a moins de valeur que la façon dont on le défend. Non pas avec des cris, non pas avec des accusations, avec la vérité dite dans les mots les plus simples disponibles, dans le lieu qui lui appartient, au moment où elle peut être entendue par tous ceux qui ont besoin de l'entendre. C'est tout ce que j'avais à vous raconter ce soir. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à ce dernier mot de cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez offert quelque chose à ce vieux monsieur ce soir. Vous lui avez offert une oreille. Vous l'avez laissé être entendu. Et ça compte pour moi d'une façon que je ne sais pas vraiment comment formuler autrement que comme ça. Ça compte. Je vais vous demander une dernière chose. Laissez-moi un commentaire avec un seul mot. Ce mot, c'est « bâti ». Si vous avez vraiment suivi cette histoire jusqu'au bout, vous comprendrez exactement pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Pas le salon, pas l'entreprise. Ce que les 30 ans de travail avec Martine ont construit et que personne ne pouvait prendre parce que ça n'appartenait à aucun registre de propriété. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nouvelle histoire chaque jour.
Et de là où je me trouve ce soir, à Lille, dans cette maison qui est trop grande et juste assez grande en même temps, à là où vous êtes en ce moment, du cœur de ce vieux père au vôtre, merci. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin les uns des autres.